Muselier, bonjour. Bonjour. Président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je n'oublie pas Sud, parce que je sais que vous y tenez. Vous êtes médecin. C'est PACA qui est pas beau, quoi. Vous êtes médecin de profession. Nouveau conseil de défense ce matin à propos du Covid autour d'Emmanuel Macron. La situation dans votre région, diverse, plus sérieuse, plus grave dans les Alpes-Maritimes, par exemple, que dans les Bouches-du-Rhône. Une région très touchée, puisqu'on est Oui. le plus haut taux d'incidence de France, à 340. Mais très diverse, c'est-à-dire que vous avez sur les 6 départements, 3 départements qui sont en dessous des 200, et vous avez un taux d'incidence, et vous avez les Alpes-Maritimes entre 600 et 700. Tandis que le Var et les Bouches-du-Rhône sont à 300, 320, avec un taux d'hospitalisation en réanimation en dessous de 80%. Donc, alors qu'ils sont à 123% Oui. des Alpes-Maritimes. Ce qui veut dire que la territorialisation se doit d'être adaptée dans le cadre des décisions. Alors justement, on va en parler. 20 départements sous surveillance renforcée, dont 3 départements dans votre région, le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Alors que faire? Que faire? Que doit décider, selon vous, le gouvernement? Le président de la République va choisir. Il y a plusieurs options sur la table. Il y a un confinement, par exemple, le week-end, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille. Vous le refusez ou pas? Je ne suis pas favorable. En général, je suis pas favorable au confinement, d'ailleurs. Donc, Oui. Donc de toute Donc, façon, vous dites non au confinement à Marseille le week-end. je dis non, compte tenu du fait que vous avez des critères qui sont pour moi toujours les mêmes et qui sont aujourd'hui très clairs. Taux d'incidence, au-dessus de 250, il y a danger, on est à 320. Au-dessus de 10% de taux de positivité, il y a danger, on est à 8, alors qu'on était à 19 en novembre. Et vous avez le dernier volet qui est le nombre de patients en réanimation, au-dessus de 80%, il y a danger, on est à 80%. Et nous avons en plus la cartographie régionale que j'ai mise en place sur les eaux usées, et nous sommes en jaune et en orange sur Marseille, nous sommes en jaune à Toulon, et nous sommes en rouge vif dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est 3 traitements très différents, donc ça ne nécessite pas la fermeture faire le week-end. Alors comment faire? On contraint les contrôles sur les endroits où il y a des regroupements. Aujourd'hui, on voit bien que, et ce week-end, on pensait à Marseille. On garde le couvre-feu à 18h. Je ne suis pas très favorable au couvre-feu à 18h. Vous m'expliquez, parce que vous êtes contre le confinement le week-end, vous n'êtes pas favorable au couvre-feu à 18h. Alors quelle mesure? Parce que j'ai appris dans l'expérience que, regardez, chez nous, on a fermé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bar, hôtel, restaurant, café, la totalité depuis le mois d'octobre. Ça nous a pas empêché d'avoir la courbe de novembre, les stations de ski fermées tout cet hiver, le problème de janvier et la poussée de février. Donc l'efficacité est relative. On nous a fermé à 18h, les premiers en France, sur la totalité de la région, ça n'a pas changé grand-chose. Donc ce qui veut dire que, quand on regarde au niveau national, comme au niveau local, le couvre-feu est nécessaire à 20h, mais il n'y a aucune preuve que ça fonctionne bien, que ça améliore la lutte contre la circulation entre 20h et 18h. Ça, je le conteste, entre le 20h et les 18h. En ce qui concerne les périmètres qui dépassent un certain nombre de critères. Ouais. Dans les périmètres qui dépassent un certain nombre de critères, quand vous êtes au-dessus de 150-300, vous avez plus de 10% de positivité, vous avez plus de 80%, il faut fermer le week-end. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans un certain nombre de départements. Donc il faut fermer le week-end si on dépasse, ces 3 critères. Un certain seuil. Et si vous appuyez sur les eaux usées par-dessus, qui vous donnent 5 jours d'avance, vous savez exactement ce qui va se passer dans 5 jours. Vous allez fermer, je sais pas moi, la métropole de Marseille, par exemple, et pas le reste du département. Mais comment faire? Interdire aux habitants de bouger avec quoi? Avec des autorisations de déplacement? Non, vous devez me faire des zones zéro Covid. C'est très difficile. Bien sûr que c'est très difficile. On le voit dans les Alpes-Maritimes. Ça a été très bien respecté le week-end dernier, mais c'est particulièrement éprouvant. Et je pense que si on ferme en plus le week-end, il faut libérer la tranche d'heure 18h, 20h. Voilà. Je pense que celle-là, il faut la libérer de façon à donner un peu de respiration quand même. Et ce qu'il faut, c'est bien entendu interdire les regroupements, mettre en place des dispositifs et faire un endiguement sanitaire. Cet endiguement sanitaire sur un périmètre défini, comme ils le font en Italie d'ailleurs, hein. En Italie, ils font comme ça, par périmètre. Ils ouvrent leurs bars, leurs restaurants en terrasse jusqu'à 18h quand même. Ce que nous ne faisons pas, nos voisins. Et avec la même difficulté de crise sanitaire. Donc nous devons avoir une différenciation territorialisée, un endiguement sanitaire et bâti sur des critères et des règles qui sont toujours les mêmes. Taux d'incidence, taux de positivité et bien sûr taux de patients en réanimation. Le virus ne sera pas vaincu en 2021. C'est ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Va-t-on finir un jour, vous êtes médecin, avec ce virus? Franchement. C'est comme toutes les maladies, il faut apprendre à vivre avec. Oui. Comme toutes les maladies, il faut apprendre à vivre avec. Parce qu'avec les variants qui font que le virus mute,
Ben, c'est comme... On n'en finira jamais. On en finira parce qu'on prend toujours le dessus sur la maladie. Parce qu'on progresse sur le plan de la prévention. Ouais. Avec vitamine C, vitamine D. On progresse sur le plan du dépistage. On progresse sur le plan médical, ce qu'on oublie régulièrement, mais on a beaucoup progressé sur le plan médical. Et la vaccination vient en soutien derrière. Et la vaccination, n'oubliez pas quand même qu'aussi au passage de la vaccination, comme ça mute, je dirais, il est tout à fait possible que le coronavirus, l'année prochaine, il soit différent. Et donc, il faudra se revacciner. Des vaccins actuels. Voilà. Mais on aura pris l'habitude aussi de vacciner et de fabriquer les doses. Justement, on va parler de la vaccination. L'école à l'extérieur, c'est ce que propose la maire de Paris dès les premiers beaux jours. Vous en pensez quoi? Franchement. Bon, elle a dit beaucoup de choses, Madame Hidalgo. Il fallait les confiner tout de suite. Maintenant, c'est insupportable. Maintenant, il faut aller faire ça dans les parcs. C'est pas bien sérieux. Moi, ce que je sais au niveau, c'est que, par exemple, dans mes responsabilités en tant que président de région, aucun lycée n'a été fermé, sauf une semaine, depuis le début de la crise. Donc dès que nous on a ouvert nos lycées, on a mis en place les dispositifs de distanciation, on a respecté les protocoles sanitaires, on a pris du personnel supplémentaire pour sortir tous les cas contacts sur la totalité de mes lycées. J'ai pas eu un lycée fermé, sauf une semaine pendant la totalité des périodes. Et donc on a fait aussi des tests salivaires que je demande depuis la Videra, depuis très longtemps, pour faciliter la tâche. Et sur les 25 000 tests que nous avons fait à la rentrée scolaire de janvier, là, on a eu que 9 cas positifs. Donc il faut pas pénaliser toutes ces populations, ça a trop d'enjeux. Et donc là-dessus, je suis comme M. Blanquer, il faut rester ouvert, il faut maintenir la pression pour rester ouvert, et je veux que mes lycées restent ouverts. Alors les tests salivaires, justement, vous dites pourquoi pas des tests salivaires pour aller au restaurant, par exemple. Mais les tests salivaires, je vous donne un exemple. La République de Djibouti, la République de Djibouti a mis en place l'ouverture de ses frontières grâce aux tests salivaires qui ont été mis en place par la France, par Montpellier, par une entreprise de Montpellier. C'est comme ça qu'ils ont réouvert notre pays. Nous, on met les tests salivaires début février. C'est pas sérieux. On a pris quand même 6 mois de retard sur des trucs que nous faisons nous. J'ai demandé plusieurs fois les tests salivaires, l'organisation des tests salivaires. Aujourd'hui, ils sont en place. On le fait dans les lycées, dans les écoles. Tant mieux. Et on va arriver maintenant aux autotests salivaires qui vont nous permettre de nous autotester tous les matins. Vous demandez à ce qu'on le fasse pour entrer dans un restaurant, pour entrer dans une salle de cinéma ou je ne sais pas. Non, ça c'est le pass santé. Oui, donc, mais moi ce que je demande, moi, c'est que le matin on puisse se lever, on s'autoteste. Et vous savez, dans la journée, ça, on n'a pas l'autorisation. Bon. Donc, mais on l'aura, ça viendra. Donc je pousse de façon à ce qu'on y arrive. Aujourd'hui, on a un autre problème, qui est, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est dans toute la France en entier. Nous avons les vacances qui arrivent, nous avons les examens qui arrivent pour les jeunes, nous avons les festivals qui arrivent pour la vie à l'extérieur qui arrive, où ça va être très très difficile. Donc il faut démultiplier la vaccination. Et là, la quantité de doses qui vont arriver vont faire en sorte que les 17 millions de personnes à risque de plus de 65 ans ou des comorbidités pourront être vaccinés entre mars et avril, parce qu'il y a 5 millions de doses avec un démarrage raté, logistique ratée. Bon, n'en parlons plus. En mars-avril, il y a 31 millions de doses qui arrivent. Donc si on fait l'addition de ça avec une capacité de vaccination, ça nous fait nos 17 millions de personnes. Il faut maintenant aller cibler aussi toute cette jeunesse. Et donc il y a le vaccin. Faites une proposition, parce que, faisons le point. Il y a quoi comme vaccin? Il y a aujourd'hui Pfizer. Bon, très bien, on le connaît, il est efficace. Il y a Moderna, on en a moins, on connaît, il est efficace. Il y a AstraZeneca, on connaît. Je vais revenir avec AstraZeneca et notamment le personnel soignant. Mais il y a un nouveau vaccin qui va arriver, qui est Johnson & Johnson. Autorisation déjà donnée aux États-Unis, qui va être donnée en Europe, et il faudrait d'ailleurs qu'on accélère en France pour donner cette autorisation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce vaccin, Johnson & Johnson? Il arrive en avril. Donc on a un choix historique. On va faire le printemps de la jeunesse. Vous avez dans les doses commandées qui vont arriver, vous avez exactement 2,7 millions de doses qui arrivent. 2,7 millions de doses, c'est exactement le nombre d'étudiants de 18-24 ans. Vous avez 5,4 millions de personnes. C'est 2,7 millions des apprentis, des universitaires, etc. Et ben cette dose-là, facile, puisque c'est une dose, avec un frigo 2 à 8 degrés. On se retrouve dans une situation où on vaccine toute la tranche d'âge 18-24 ans. Donc vous dites il faut vacciner la tranche d'âge 18-24 ans avec le vaccin Johnson. Exactement. On le cible pour cette population. On le cible pour cette population. Puisqu'on aura traité tous ceux, les 17 millions de personnes de plus de 65 ans, et comme ça, on les met à l'abri des difficultés, et on redonne de l'espoir à ces jeunes qui sont complètement perdus quand même, parce que cela on n'en parle jamais. Et là, on traite quand même, et à partir du moment où fin juin, d'après les chiffres du ministère de la Santé, nous aurons à peu près 43 millions de vaccins qui seront arrivés fin juin, ça nous permettra d'avoir
sur la totalité d'un dispositif, 41 millions de personnes vaccinées. Fin juin. Fin juin, et à ce moment-là, on met en place le pass sanitaire. Aux États-Unis, et donc les adultes seront vaccinés fin mai. Hein, c'est ce que dit le président Biden. Et les Britanniques sont allés plus vite. Oui, sont allés plus vite. Mais c'est pas parce qu'on a pris du retard, qu'on s'est trompé surtout, que maintenant, il faut toujours regarder derrière. Donc maintenant, on a une capacité d'accélération, on a une capacité de vaccination, et il faut faire les bonnes cibles. Et je pense que le seul message qu'on peut envoyer aujourd'hui à la jeunesse, parce qu'il n'y en a jamais, c'est de dire, une fois qu'on a traité ceux qui sont en danger sanitaire, qui sont des personnes âgées, on traite aussi les jeunes, que l'on accuse toujours de tous les maux, et on les vaccine dès le mois d'avril, ce qui nous permettra de passer des examens tranquilles, de sortir cet été, de mettre en place le passeport sanitaire, et d'avoir l'année scolaire qui commence à l'université normalement, ou à la faculté. Le vaccin AstraZeneca, on a des doses en réserve. D'ailleurs, certains pharmaciens protestent, ou des médecins protestent en se disant, mais ces doses, pourquoi ne pas les utiliser? AstraZeneca, beaucoup de soignants n'en veulent pas. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant? Moi, je suis pas favorable. Je suis pas pour l'obligation. Mais pourquoi? Il y a bien des vaccinations obligatoires pour les soignants. Ça existe. Non, oui. Si. Non, quand vous allez en Afrique, sinon sur le truc. Vous avez les vaccins. C'est pas vrai. Il y a des vaccinations obligatoires pour le personnel soignant. Non, vous avez les vaccins obligatoires, d'été, polio, etc., pour toute la population. Mais donc dans les tranches d'âge. Mais après non. Hein. Vous êtes non. Vous avez toutes les vaccinations obligatoires, c'est d'été polio pour lutter contre. Vous me dites que le personnel soignant n'a pas de vaccination obligatoire. Non, parce que moi je suis personnel soignant, on m'a jamais imposé quoi que ce soit. Hein. Alors faut-il le rendre obligatoire? Moi j'aimerais bien, je pense qu'ils prennent conscience que c'est bon pour eux. Mais c'est pas grave. Regardez, non mais c'est pas grave. Regardez, on nous expliquait que la population française ne veut pas se faire vacciner. Moi j'ai dit mais commencez à vacciner ceux qui le veulent. Commencez par cela. Et si vous mettez après en place un dispositif qui vous fait le pass sanitaire pour aller dans les spectacles, pour aller dans les cinémas, si tout le monde a accès, hein, ce qui va être le cas en avril-mai, mi-mai en tout cas. Et donc si c'est le cas, d'après ce qu'on nous dit, dans le cadre des doses qui nous sont livrées par le ministère de la Santé, vaccinez tous ceux qui le veulent. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ça va entraîner. Et vous pourrez ouvrir vos bars et vos restaurants. Et ce que je propose... Le pass sanitaire, c'est la solution. Mais bien entendu, ça oui par contre. L'Europe y travaille d'ailleurs. Des décisions seront annoncées le 17 mars. Oui, mais ils peuvent y travailler, mais nous on peut arriver à faire des... Donc vous êtes favorable à un pass sanitaire? Et moi je suis favorable... On montre, je sais pas moi, un certificat de vaccination, montre un test PCR. Exactement. Pour entrer dans un restaurant, dans une salle de spectacle, ou même dans un stade. Et vous faites des lieux zéro Covid, on ne rentre dedans que ceux qui sont négatifs. C'est l'expérimentation que j'ai proposée avec la présidente du département à Marseille, et avec l'union des Elle est acceptée ou pas? Elle va être acceptée. Ben non, on nous accepte jamais rien, nous. Donc, c'est toujours non, nous. Toutes les expérimentations, c'est non. On veut faire pour les théâtres, on veut faire pour les musées, on veut faire pour les restaurants. On vous propose des expérimentations sous le contrôle, bien entendu, de l'ARS, dans le cadre d'un cadre sanitaire très fixe, très cadré, très sérieux, très réel, de façon à ce qu'il ne soit pas contestable. Et on ne veut même pas nous le faire, l'expérimentation. Et c'est ça qui est dommage. Et j'ai demandé même, aller en Espagne, aller en Italie, regardez comment ils font. Et pourquoi ils ont ouvert leurs bars, leurs restaurants, leurs terrasses? Pourquoi? Et ils ont les mêmes problèmes sanitaires que nous. Pourquoi ils ont fait ça? Peut-être qu'ils ont fait une erreur, peut-être qu'ils ont bien fait. Et bien là, l'Europe, elle doit servir. Et on doit pouvoir se comparer et se mesurer. Et que je veux, moi, c'est mon débat, si on nous ferme par territoire, on doit pouvoir nous ouvrir par territoire. Et c'est ça la différence. Et parallèlement à ça, je reviens sur une dernière proposition. Dans le cadre des difficultés que nous rencontrons sur les différents départements qui sont des départements rouges, vous avez un taux d'incidence à 400, ben vous envoyez les Canadaires. Il y a le feu, vous envoyez le Canadair. C'est là où vous faites une vaccination. Non, vous envoyez une vaccination majeure. Et donc vous décalez sur les endroits où vous avez des taux d'incidence très forts avec des drames sanitaires. Et ben là, vous avez le feu, vous faites vaccination en grand nombre. Bien, parlons de Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République qui attaque la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'il dit. J'irai jusqu'au bout, dit-il dans le Figaro ce matin. Est-ce digne? Est-ce que ça vous gêne? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Il a le droit, c'est son... Oui. C'est le droit. Il conteste, à mon avis légitimement, mais il conteste, et je transmets toute mon amitié, ma solidarité et mon affection. Non mais je c'est bon à rappeler. Bien, mais maintenant on est dans un système démocratique, avec des lois. Dans les lois, il peut faire appel, donc présomption d'innocence, il fait appel, et après il peut aller en une forme de cassation à la Cour européenne des droits de l'homme, et ben il ira et puis si la France est condamnée là-bas,
ça sera dommage que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, par un ancien président de la République. Je lisais l'éditorial d'El País, grand journal espagnol, qui dit à propos de cette affaire, qui dit c'est un signe de vigueur de la séparation des pouvoirs dans la démocratie française. Vous êtes d'accord ou pas? Non, dans cette affaire, ce qui me gêne le plus, moi, c'est que avant, on estimait que les grands ou les puissants étaient au-dessus des lois. Oui. Aujourd'hui, vous êtes grand ou puissant, vous êtes toujours condamné. Bon. Donc les magistrats font de la politique? En tout cas, je souhaite pour Nicolas Sarkozy que celui qui va le juger en appel ne sera pas celui qui l'a épinglé sur le mur des cons. Hein. Parce que là, c'est des militants, ceux-là. Hein. Si c'est eux qui le jugent, parce que l'immense majorité des juges et des magistrats sont des gens honnêtes, mais vous avez d'autres qui sont des militants. Gauchisme dans la magistrature? Le mur des cons est quand même un lieu de militantisme on épinglait ceux qu'on n'aimait pas quand même, hein, bon, avec des commentaires assez sympathiques pour ceux qui étaient... Mais ce qui me gêne le plus, c'est que, regardez, les policiers, ils ont leur méthodologie de contrôle. Les avocats, les médecins, on a tous nos ordres qui font en sorte qu'il y a un règlement qui fait en sorte qu'on est condamné si on fait des bêtises ou fait des erreurs. Jamais dans la magistrature. Finalement, ils sont complètement indépendants. Ils dépendent de qui? Ils s'autorégulent entre eux. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a fait une erreur, il est muté ailleurs, voire promu. Même quand vous passez par le médiateur de la République, dans le cadre des fonctionnements de notre République, sur un jugement qui est condamné, condamnable ou quoi que ce soit, et qu'il a été prouvé qu'il y a eu une erreur dans le jugement, vous n'avez jamais de sanction, jamais. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà, je pense que c'est pas... Même si une partie de la magistrature dépend du pouvoir politique dans les nominations. Hein. Oui, mais ils sont complètement indépendants. Hein, Bon, parce qu'il les nomme, et une fois qu'ils sont nommés, je ne vous connais plus. Hein, bon, donc, Marine Le Pen dit ce n'est pas aux juges de décider qui sera candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle a raison de dire cela? C'est pas au juge, c'est pas au juge. Si le juge, il juge en son âme et conscience et en fonction dans le droit, si ça nous est arrivé... Elle dit cela à propos de l'affaire de Nicolas Sarkozy. De toute façon, il n'était pas candidat. Donc il n'était pas candidat, donc elle déplace le débat, comme d'habitude. Donc elle déplace le débat. Sarkozy souhaite être candidat, doit-il l'être? Mais pour l'instant, il a toujours dit qu'il ne voulait pas l'être. Donc Marine Le Pen dit oui. Mais oui, enfin, Marine Le Pen, elle parle pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est dans une autre démarche. Il dit, je suis innocent, il y a une cabale qui est organisée contre moi, j'étais chef de l'opposition, j'ai été écouté pendant plus de 7 mois, il y a des heures d'antenne de trucs qui sont illégaux, je les conteste, il est condamné, il fait appel. Voilà, ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Après, on le peut transformer sur le plan politique, et Madame Le Pen peut dire, oui, mais si, laissez tranquille, Nicolas Sarkozy, tranquille. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas candidat. Il l'a répété dans le Figaro. Il l'a répété dans le Figaro. Par contre, il va se battre comme un diable, et ça, je le connais bien. Il soutiendra le candidat des Républicains à la présidentielle? S'il y a un candidat. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, comme ça, au moins, il rappelle, ou pas? Il rappelle son affection. Il rappelle son affection à sa famille politique, tant mieux. C'est bien une chose. C'est bien la moindre des choses. Mais... Enfin, si on peut éviter ce qui s'est passé aux Européennes, ça va très bien. Hein. Donc on a fini à 8. À 8, on choisit. S'il y a risque de finir à 8, on choisit Emmanuel Macron. On verra ce qui se passe d'ici là. On a jusqu'à la fin de l'année pour décider ce qu'on va faire. Voilà. Bon. Et donc d'ici là, il va s'en passer. Regardez, vous allez me parler sûrement des élections régionales. Oui, j'allais y venir tranquillement. Donc si on met les choses dans l'ordre, on parle tout le temps des élections régionales. Mais moi, je me permets de vous rappeler un petit calendrier quand même. On devait voter en mars. Oui. La loi a décalé sur juin, avec une clause de revoyure fin mars. Ouais. La clause de revoyure, que nous ne voulions pas pour assurer l'élection, fait en sorte que... Qu'est-ce qu'ils vont dire fin mars? Alors que la moitié du pays va être fermé le week-end ou non? Ils vont dire on va voter, pas voter? Alors ça va mieux dans 4 semaines, mais on va pas voter ou on va voter? Donc on faut attendre fin mars. Vous êtes candidat? Je suis candidat. J'ai dit que je serais candidat si j'estime que mon travail était bien fait. Ce que je constate. Ce que je constate. Mais vous êtes candidat. Mais il n'y a pas de candidat dans ma région. Non. Vous avez vu qu'il n'y a pas de candidat dans ma région? Oui. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mariani n'est pas candidat non plus officiellement. J'ai aucun candidat. Oui. Vous êtes candidat. Non, mais moi je suis président de la région sortant. Vous voulez poursuivre votre travail? Si j'ai bien fait. Et donc, vous avez bien fait? Écoutez, la semaine prochaine, le 16 mars, je suis invité au Parlement du Parlement européen. J'ai été classé dans les 6 meilleures régions d'Europe. Dans les 6 meilleures régions d'Europe. Donc vous êtes candidat. En tout cas, si ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Mais je veux ne tromper personne. Je reste. Mais très étonnant, ça n'intéresse personne. Non.
Non, Traitement, les régionales n'intéressent personne. Bon, bah alors. Voilà. Oui. Donc, si ce n'est les candidats, et donc moi je suis à la manœuvre, je regarde qui m'aide, personne, je regarde qui est candidat, Alliance personne. avec La République En Marche. Bah, ils m'ont tendu la main. Oui. Ouais, ils m'ont tendu la main. Moi je dis test PCR dans le crise sanitaire. Ça ne serrait pas la main à tout le monde. Et donc, mon PCR à moi, pour qu'il soit acceptable, c'est projet, sur quel projet ? Oui. Compétence qui, quand même, parce que j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui étaient compétents, d'autres qui l'étaient pas, et le volet républicain qui est essentiel. Vous êtes prêt à travailler avec eux? Mais regardez, moi je travaille très bien avec M. Castex et je peux pas travailler avec M. Véran. Voilà, donc, vous savez, et j'ai une majorité régionale aujourd'hui dans laquelle j'ai du MoDem, j'ai de l'Agir, j'ai une majorité régionale de gens à la manœuvre pour piloter la barre de la région dans la tempête. Bon, j'en ai qui vomissent dans la cale, d'autres qui partent pas sur la mer, il y en a d'autres qui attendent que je coule. Bon, écoutez, moi j'avance et je verrai bien qui... Mais enfin, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me tendent la main pour m'aider, hein. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, second tour de la présidentielle, vous avez vu la gauche, une grande partie de la gauche, des électeurs de gauche et même des responsables de gauche qui disent non, nous on les renvoie dos à dos, ce sont les mêmes. Vous dites la même chose ou pas? Moi je suis école Chirac, vous savez, donc moi il y a un mur infranchissable. Donc moi, ça sera... S'il se retrouve au second tour, vous votez Macron. Vous connaissez le... Votez Macron s'il se retrouve au second tour. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Oui. Voilà, donc là-dessus, moi, je suis chiracien, c'est clair. Dernière chose sur l'hydroxychloroquine. Mais on est très nombreux dans ma famille politique. On n'a pas le même débat que la gauche, qui a évolué. Eux, ils ont du mal à choisir au premier tour. Oui. Et donc, ils ne savent plus quoi faire au deuxième, c'est ça. L'OMS déconseille l'hydroxychloroquine. Vous avez vu ça? C'est un rapport qui est venu avant-hier, je crois, 6 essais réunissant près de 6000 personnes, publiés par le British Medical Journal. C'est l'OMS qui déconseille l'hydroxychloroquine. Vous êtes trompé? Je crois pas. Malgré ce que disent les experts, l'OMS et tout. L'OMS ment? Je ne dis pas que l'OMS ment, je ne sais pas quel protocole sanitaire. 6 essais réunissant près de 6000 personnes, British Medical Journal. Mais j'en tiens compte, il faut poser la question à Raoult, c'est avec Raoult qu'il faut voir les choses. Mais d'accord, mais vous l'avez soutenu. Mais je continue à soutenir. Raoult, il a un IHU qui fait ça teste tout le monde, c'est magnifique. Alors, l'IHU est parfait pour les tests, et que ça n'a pas de débat, et il y a un grand débat en permanence sur les soins. Bon, sur les soins, j'ai soigné la moitié de mon cabinet qui était contaminé. J'ai soigné la moitié de la région qui était contaminée, parce que j'ai eu le premier cluster français. J'ai soigné dans ma clinique un certain nombre de mes patients qui étaient d'accord, toujours avec l'autorisation. J'ai envoyé un certain nombre de patients, et il a amené des résultats qui sont incroyables. Bon, alors, maintenant, on peut toujours contester. Après, Raoult répondra à l'OMS dans le cadre de son protocole sanitaire. Moi, je peux vous donner une petite anecdote. Ma mère, 92 ans, de cancer, fatiguée, le Covid, elle est restée 12 jours chez Raoult, elle est vivante. Alors il lui a fait un cocktail, je vous explique pas le cocktail, mais en attendant elle est vivante. Bon, bah, donc voilà, donc c'est un cas personnel, les cas personnels ne doivent pas gêner la vision générale, mais demandez aux Marseillais ce qu'ils pensent de Raoult, demandez aux patients qui sont allés chez lui, et donc maintenant c'est à Raoult de répondre à l'OMS, pas à moi. Très bien, merci Renaud Muselier, 8h56 RMC et BFM TV. Merci à vous. Merci.